toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et cette semaine, nous sommes avec Jean Quatremer, qui est le correspondant à Bruxelles du quotidien français Libération, auteur de Debout l'Europe, et c'est chez Actes Sud. Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, auteur du Crépuscule du socialisme, c'était aux éditions de Passy. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et Christian Mallard, éditorialiste de politique étrangère à France 3, auteur de Dans le secret des maîtres du monde, et c'est aux éditions La Martinière. Envolé les 0,8% de croissance pour 2013, envolé l'objectif de réduction des déficits à 3% pour 2013. Le gouvernement français va devoir revoir ses objectifs. On écoute tout de suite le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, c'était mercredi. Nous ne serons pas exactement, je le pense, aux 3% en 2013. Pour une raison simple, c'est que la croissance aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde est plus faible que prévu. L'objectif, je vous le rappelle, et il sera atteint, c'est notre cap, c'est l'équilibre zéro, le déficit zéro à la fin du quinquennat de François Hollande. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Yvan Rioufol, pourquoi le gouvernement a nié l'évidence? Parce que ça fait bien longtemps que les économistes disent qu'il n'y aura jamais 0,8% de croissance. C'est la question fondamentale, oui, bien sûr. Le gouvernement a nié la crise. Il a fait le candidat Hollande a fait une campagne en niant cette crise. On fait une campagne sur un anti-sarkozysme que l'on connaît, un peu débridé, laissant comprendre qu'une Sarkozy partie, tout s'arrangerait. On voit bien on savait que c'était faux, naturellement, et tout le monde s'est laissé un peu abuser, volontiers abuser. Et aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement s'est menti à lui-même et qu'il n'a pas, il n'a pas fait de l'analyse de ce qu'est cette crise économique-là. Et enfin, du moins, il fait une analyse convenue pour en dire que c'est une analyse, c'est une crise qui est à nouveau une crise du libéralisme, de la finance, etc., comme celle de 2007, 2008, 2009. Or, cette crise est une crise de l'endettement, du surendettement des États. C'est une crise de la social-démocratie. C'est une crise du socialisme. Et donc, naturellement, on ne pouvait pas demander à un socialiste de résoudre une crise du socialisme. Et donc, la contradiction fondamentale de ce gouvernement est celle-ci, qui n'ose pas s'avouer sa propre vérité, elle est naturellement dure à entendre, et il n'a pas non plus les éléments pour y répondre. Les éléments pour y répondre, en deux mots, ils sont connus. C'est pas simple, ce n'est pas d'augmenter les impôts, ou pas seulement d'augmenter les impôts, c'est de faire des dépenses drastiques, des coupes claires dans les dépenses publiques. C'est-à-dire de réduire le périmètre de l'État, de réduire le périmètre de la protection sociale, de privatiser, enfin de faire une politique libérale, ce qui est un mot imprononçable pour un gouvernement socialiste. Or, c'est à cela vers quoi on va se diriger, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai écrit ce rappelle quand même pour rappeler qu'on vit aujourd'hui un crépuscule du socialisme. Mais il va falloir du temps aujourd'hui pour s'en rendre compte. Parce que moi je me sens alors vraiment véritablement, je suis pas socialiste, mais pas plus de droite, mais je suis un peu plus honnête que Yvan. Ah ben ça va, mais les chevilles, ça va Non, mais je le dis clairement, parce que quand même, dire que l'endettement c'est du socialisme, je rappelle quand même que l'endettement en France a crû de 20 points entre le début du quinquennat Nicolas Sarkozy et la fin du quinquennat Nicolas Sarkozy. Mais je ne fais aucune différence ou très peu entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. D'accord. Si vous dites que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont des hommes de gauche, oui, je pense qu'ils ont tous fait une politique qui n'était pas une politique libérale, bien sûr. Parce que depuis 30 ans, par exemple, les dépenses publiques, et il y a eu plus de gouvernements de droite que de gouvernements de gauche, sont passées de 36% du PIB à 56%. Ils ont fait les mêmes erreurs. Les mêmes hommes ont fait les mêmes erreurs depuis 30 ans, c'est-à-dire d'endetter la France en pensant que la France pouvait vivre au-dessus de ses moyens, que ce soit la droite ou la gauche. Si vous reconnaissez que Jacques Chirac est un homme de gauche, je dis que c'était un homme qui... Il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite sur la manière de gérer la France. Mais vous savez, Obama disait il n'y a pas longtemps, dans un monde qui change, il faut que l'Amérique change. Je pense que le problème n'est pas le problème de socialisme ou de François Hollande, c'est qu'il faut que François Hollande adapte la France au changement, à la mondialisation, à la gestion de l'économie mondiale aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un problème de manque d'adaptation. Maintenant, sur le fond, c'est vrai que moi, ce qui m'a choqué, et je ne veux pas m'ingérer dans les affaires de politique intérieure, Dieu sait que c'est pas mon domaine, mais c'est quand même qu'il y a un drôle de jeu. On a M. Moscovici qui vient sur différentes chaînes qui dit on va maintenir la ligne des 3%, c'est ça, c'est le but numéro 1. Et puis on a M. François Ayrault qui vient dans notre station, il n'y a pas longtemps, qui nous dit un peu le contraire. Donc c'est là, je me dis quand même, il y a une ambiguïté dans les propos qui sont tenus et on ne voit pas de ligne claire, précise dans ce qu'on fait. On ne voit pas de ligne claire, Ziad? Je trouve que c'est dur. Attendez, voir une. Attendez, j'ai pas fini. Je trouve que c'est dur de. Enfin, c'est pas maintenant qu'on pourra juger de la cohérence et de l'efficacité. Vous n'avez pas encore de donner l'argument, il faut donner encore du temps au temps. Il a un mandat de 5 ans, excusez-moi. Il a une majorité parlementaire de 5 ans. On fera les comptes dans 2 ou 3 ans, voir comment ça se passe. C'est ce que demandait Nicolas Sarkozy. Deux, ils ont fait des efforts sur le plan budgétaire et sur le plan de la dette
qu'aucun gouvernement n'a fait depuis des années. Les coupes budgétaires en France cette année sur le budget de 2013, c'est des montants jamais faits auparavant. Donc on ne peut pas leur dire, alors d'un côté vous êtes trop socialo, de l'autre côté vous êtes trop libéral. Ils font ce qu'ils peuvent, à mon avis, dans un environnement de crise économique qui est très complexe. Moi je ne pense pas que ce soit des socialistes, je pense que c'est des gens qui sont déjà dans la social-démocratie d'une certaine manière. Alors est-ce que cette social-démocratie aura des réponses plus adéquates que le vieux socialiste traditionnel ou le vieux libéraliste traditionnel? J'en sais rien. Mais je trouve qu'aujourd'hui, de faire immédiatement le procès du hollandisme au bout d'un an et demi ou un an et quelques pour dire ça y est, ça marche pas, etc. J'en sais rien. Ceux d'avant Oui, n'ont mais pas si on regarde Jean Quatremer, je vais justement rebondir sur ce que vient de dire Ziad Imam. Vous C'est dites qu'il y a excellent ce qu'il vient de dire. Je t'ai Ah, préparé. vous avez l'air parce que je sais que sur ce plateau, je vais avoir du mal. Donc je révise à l'avance avant de venir. Mais quand on voit quand même les efforts qui ont été faits par l'Italie ou par l'Espagne, est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts en France sur les réformes structurelles? Non, mais il est clair que la France est le pays qui a été le plus réticent et le plus longuement réticent à faire des réformes structurelles. C'est clair et c'est net. C'est-à-dire que pendant que d'autres pays réduisaient drastiquement leurs dépenses publiques, nous, on refusait de voir la réalité. Je rappelle quand même qu'une grande partie des économistes français, alors là, je me retrouve d'accord avec mon collègue du Figaro sur ma droite, c'est qu'effectivement, il expliquait qu'on pouvait s'endetter jusqu'à plus soif, que les marchés avaleraient de la dette jusqu'à la fin des temps, et on a vu que ça n'était pas le cas, que l'endettement, au bout d'un moment, ça devait cesser et qu'on devait avoir des comptes à l'équilibre. Donc aujourd'hui, la France prend doucement conscience, mais c'est récent, cette prise de conscience. Il faut voir la prudence avec laquelle Hollande a avancé, et petit à petit, quand il a annoncé, par exemple, qu'il allait baisser les dépenses publiques de 12 milliards par an, on ne sait pas encore exactement comment, il va le Quand on voit que déjà les instituteurs sont en grève parce qu'on va les faire travailler le mercredi matin, donc une demi-journée de plus que on rallonge la semaine de 4 jours à 4 jours et demi, je veux dire que quand on va commencer à plafonner les allocations familiales, à plafonner les dépenses maladie, à vraiment couper dans le nombre de fonctionnaires, et notamment la fonction publique territoriale, qui est un véritable problème, etc., là, je me demande ce qui va se passer. Il faut quand même se rappeler que la dernière fois qu'on a voulu réformer la France, c'est Alain Juppé, en 95, qui avait pris une proposition assez complète, et la France était paralysée pendant 4 mois. C'est ça la réalité. Mais ces solutions sont aujourd'hui inévitables, et on le sait tous depuis maintenant très longtemps. Ce que je reproche à ce gouvernement, il agit au moins. Je ne le fais pas par anti-hollandisme systématique, c'est de s'être menti à lui-même et d'avoir menti aux électeurs, parce que tout ça a été connu de tout le monde depuis très longtemps. Et donc, je comprends aujourd'hui naturellement l'irritation. Sarkozy a fait la même chose. Je comprends l'irritation de la gauche qui voit que naturellement elle a été trahie. Enfin, il y avait de sa part également une grande naïveté à penser que l'on pouvait sortir de ce marasme sans faire des économies. Et donc, nous arriverons à ces économies, mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que les économies ont été faites. Ce n'est pas vrai. Elles sont dans le budget, elles seront. C'est une blague de dire qu'il y a eu des économies. La difficulté de François Hollande, c'est sa gauche. C'est bien là le problème, d'ailleurs. C'est clair, il a une gauche, François Hollande, qui est une gauche qui est très militante sur un certain nombre de choses. Et qui la gauche de la gauche. La gauche de la gauche. Ça, oui, c'est la première chose. Tout à l'heure, vous parliez, Vanessa, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Irlande, etc. Comment ça peut remonter quand oui, même mais il faut voir, quand on a 22% de chômage, je ne sais pas si on remonte, mais comme en Espagne. Mais c'est des pays qui ont réformé sous pression absolue. C'est pas des gens qui se sont mis autour d'une table, ils se sont dit on va réformer. Il a fallu virer Berlusconi par un coup d'État institutionnel. Il a fallu que l'Espagne atteigne un taux de chômage absolument incroyable, l'explosion de la bulle immobilière. Donc on n'est pas dans et que les marchés. Il faut rappeler que la France n'est pas le cas puisque les taux. On n'est pas dans cette situation. Mais si vous êtes dans cette situation, vous allez être dans cette situation à la fin de l'année. L'expert Europe, c'est Jean. Je me souviens l'expert de l'Europe, c'est Jean. Mais je me souviens quand même d'une discussion que nous avons eue sur ce même plateau il y a quelques mois. Je ne suis pas expert de l'Europe, mais il y a quelques mois, nous avions Christophe Barbier ici. À l'époque, on discutait. Je disais, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un clivage? Il y a une Europe du Nord, une Europe du Sud. Moi, il me semble qu'il y a quand même une Europe du Nord qui est beaucoup plus rigueur budgétaire, austérité, peut-être avec Mme Merkel qui est en tête. Et nous, les Français, on est plutôt du côté de l'Europe du Sud. Est-ce qu'on est décrédibilisé d'ailleurs? On est du côté de l'Europe du Sud. On est plus du côté des Espagnols, des Italiens. Est-ce qu'on est décrédibilisé en Europe aujourd'hui? Parce que dernier sommet européen, on était un peu. Non, c'est. Alors, au mois de novembre dernier, les Allemands étaient particulièrement inquiets. Et d'ailleurs, ils ont multiplié les signaux à l'égard de la France en disant écoutez, il faut vous réformer. Là maintenant, les marchés vont bientôt vous attaquer si vous n'annoncez pas des réformes. Et ces pressions ont atteint leur maximum juste avant le plan compétitivité qui a été annoncé donc en novembre, je crois. Et puis ensuite, il y a eu la réforme du marché du travail, un accord entre les syndicats et le patronat sans précédent. Parce que d'habitude, c'est la France, c'est le gouvernement qui vient dire comment on va réglementer dans le détail chaque relation de travail. Là, cette fois-ci, on a laissé les partenaires sociaux agir comme dans les autres grandes démocraties. Donc, la France a multiplié les signaux qu'elle commence à faire ses devoirs.
pourquoi l'Allemagne est-elle très préoccupée par l'état de la France? Parce que tout simplement, la relation franco-allemande et donc l'équilibre européen, l'équilibre du continent européen nécessite une France sur le plan économique au moins aussi forte que l'Allemagne. On a besoin d'avoir une relation équilibrée de deux côtés du Rhin. Et aujourd'hui, on commence à envoyer enfin des signaux d'une réforme qui n'est... Encore une fois, ça commence. On verra où on en sera à la fin de l'année. On verra où on en sera à la fin de l'année. C'est dans ce contexte de crise économique et de crise également à l'UMP que se pose à nouveau... Ben oui, se pose à nouveau la question du retour de Nicolas Sarkozy en politique. C'est Alain Juppé qui a relancé les spéculations. On écoute tout de suite le maire UMP de Bordeaux. C'était mercredi. Je crois sentir ça, mais enfin bon, et vous je ne répondrai pas à sa place. Il suit l'actualité politique avec beaucoup d'attention, on se téléphone de temps en temps et je vois qu'il est très, très vigilant. Et voilà, c'est à lui maintenant de faire ses choix. Ziad, vous y croyez un retour de Nicolas Sarkozy? Ou est-ce que c'est un fantasme finalement de journaliste? Ou même peut-être que... En politique, tout est possible. Il y a eu des comebacks impressionnants dans l'histoire. Celui d'Alain Juppé, par exemple. Je pense quand même je pense que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de suffisamment ambitieux et brillant pour ne pas avoir dans un coin de sa tête cette option. Mais comme il l'a dit lui-même, c'est aussi quelqu'un qui a envie de faire de l'argent, c'est aussi quelqu'un qui a envie de... Enfin, on avait parlé d'un fonds d'investissement en milliards d'euros, au moins 1 milliard d'euros il y a quelques semaines, on a parlé de je sais pas quoi, bref. La tentation est très forte quand on voit l'état de son camp aussi. C'est tellement fracturé dans les guerres d'ego, il y a personne, tout le monde se bat. La mairie de Paris, je pense que ça va être un poème absolument magnifique de politique interne. Ce qu'on a vu avec Copé, Fillon, je pense que ça va être encore pire sur la mairie de Paris. Donc forcément, il se dit sur un tel champ de ruines dont j'ai activement contribué à la création, effectivement, peut-être suis-je le recours. Malheureusement, je pense quand même que... Est-ce que c'est pas un problème du microcosme politique parisien? C'est ça, des Nicolas journalistes, Sarkozy. finalement. Franchement, parce que les Français, Christian, je vous interromps, 62% sont contre. Voilà, 62% sont contre, c'est le sondage ce Écoutez, vendredi, si on va voir la crémière de Romorantin ou le cultivateur du Larzac, le paysan du Larzac, franchement, est-ce que c'est son problème de savoir si Nicolas Sarkozy va revenir maintenant? Lui qui lutte pour sa survie. Franchement, je crois qu'on a d'autres problèmes à aborder que ça. Le problème, ça serait bien qu'il y ait un personnage à droite qui fasse rempart à la droite extrême et qui soit une incarnation d'une droite traditionnelle républicaine, qui ne soit pas bouffée par la droite populaire et par le Front National. Et ça peut très vite arriver dans les 3-4 ans qui viennent. Vous n'avez pas l'impression qu'en fait Alain Juppé parle de lui-même, là? Toi, si. Possible. Moi, candidat? En tout cas, Louis Bordelais. Ce qui saute aux yeux, je ne sais pas, il y a une mise en scène naturellement autour de Sarkozy qui est faite par Sarkozy lui-même. J'imagine que lui-même doit y penser tout le temps. Donc il est évident que lui a en se rasant. Mais, bon, en se rasant, bien sûr. Mais ce que l'on voit malgré tout, c'est qu'il y a une absence totale d'opposition pour l'instant. Alors même que tous les sujets se multiplient pour qu'il y ait des angles d'attaque. Vous voyez, les enseignants sont dans la rue, c'est quand même énorme, alors que c'est vraiment le socle du Parti socialiste. Que les salariés sont dans la rue naturellement, que la figure la plus emblématique de l'opposition, c'est maintenant une jeune femme qui s'appelle Brigitte Bardot, et Mélenchon, dans le fond. Et vous n'avez plus un leader de droite aujourd'hui, c'est-à-dire que la droite qui s'est déchirée en décembre est dans une convalescence qui dure depuis maintenant très longtemps, ça devient assez inquiétant. Et donc j'imagine bien que quand on s'appelle Sarkozy, on doit se dire que l'on se sent déjà appelé ne serait-ce que par les événements. Et... je ne connais aucun homme politique qui ayant goûté au pouvoir n'ait pas envie d'y retourner. Il y avait Cincinnatus. Sauf le pape. Et sauf le pape. Voilà. Vis-à-vis du pouvoir que vous louiez au début de cette émission. Mais je suis ravi d'être venu parce que j'ai appris que le leader de l'opposition était Brigitte Bardot grâce à Yvan. Ben voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Je l'observe. C'est un grand moment de journalisme ce soir. Et alors que les journalistes c'est la réalité le montre. Et alors que les journalistes s'interrogent sur le retour de Nicolas Sarkozy, c'était aussi une des images de la semaine. C'est François Hollande qui était en Inde, où notre Rafale pourrait être vendue. Pourrait, parce que nombre de fois on a dit qu'il pourrait être vendu. La même chose avec le Brésil. Les discussions sont en cours et c'est la première fois que l'avion de combat français se vendrait à l'étranger. Avant de nous quitter, on fait un petit tour de table pour savoir ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine, hormis évidemment les sujets que nous avons évoqués. Yvan Rioufol.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette immolation par le feu d'un chômeur à Nantes devant une agence Pôle emploi. Je trouve ce geste dramatique. Il répond naturellement à toute cette incertitude, cette grande désillusion face aux promesses naturellement qui avaient été faites, réitérées par François Hollande de dire que le chômage baisserait en 2013. On verra bien. Et donc il y a déjà ce phénomène-là, de cette grande désillusion collective. Et puis ça nous fait penser naturellement, cette immolation, à ce qui s'était passé en Tunisie en 2010, et avec toutes les répercussions là que ça avait pu avoir sur cette révolution du geste. Et ça n'a pas fait la une en France, en revanche. Non, justement, il est très bizarre d'ailleurs que ça soit passé un petit peu à l'as. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un geste peut-être fondateur de quelque chose qui pourrait se passer. Tellement ce geste a été fort, et tellement fort d'ailleurs qu'il a été répercuté. Il y a encore deux tentatives aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Yvan. Moi, je suis frappé par la multiplication des immolations, comme on a vu à Saint-Ouen, je crois, ou à Nantes, et puis 2 fois à Nantes. Et je crois qu'il y a un désarroi profond dans cette société aujourd'hui, dans la classe ouvrière, parmi les Français. Il y a un désespoir qui est là. Et je pense que la classe politique, toutes tendances confondues, les différents partis n'ont pas encore pris la mesure de la profondeur de ce désarroi. Les ouvriers de Goodyear, l'autre jour, qui se sont quand même affrontés avec la police à Rueil-Malmaison, tout ça, je pense qu'il y a vraiment une menace d'explosion sociale dans ce pays et qu'il faut en prendre la mesure. Mais je pense qu'au lieu de parler sans arrêt de la procréation médicale assistée et tout ça, ce sont les problèmes, d'accord, mais là, ce sont les vrais problèmes sociaux qui sont devant nous et qui ne sont pas résolus. Ziad. Je me permets une parenthèse et une pensée pour la Tunisie qui, entre ce soir, demain, est en pleine tractation, dimanche, pleine tractation, qui sont très importantes pour l'avenir de ce pays, et on pense à eux. Et puis j'ai une image aussi, c'est ce héros sud-africain qui était un héros absolu et qui, en gros, a probablement tué sa girlfriend. Enfin, je ne sais pas ce que diront les juges, mais ça me fait penser à tous ces débats qu'on a sur le héros magnifique, absolument qui ne peut être que parfait. On parlait de Lance Armstrong il y a quelque temps, dans quelque chose de moins dramatique, etc. C'est ces héros qui tombent et qui font partie de notre humanité. Jean Quatremer, un mot, parce qu'on doit rendre tout de suite. Je me fais houspiller dans l'oreillette, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question, donc tant pis. Alors dites-moi, ce que vous a marqué très rapidement, Jean, dans l'actualité de la semaine. Encore une fois, l'Europe. Puisque c'est mon obsession, comme vous le savez, et le fait que le budget européen, pour la première fois, donc la semaine dernière, c'est un budget européen à la baisse, un budget européen d'austérité, alors que tous les pays essayent de sortir de l'austérité. Donc au moins, si on fait de l'austérité au niveau des États, que l'on fasse un budget de relance au niveau européen. Et ça devient, et ça je suis très content, pour la première fois, ça devient un sujet de politique intérieure française. Les députés s'en sont emparés, et ça c'est bien que ça sorte un petit peu de la bulle bruxelloise. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée, très bon week-end.